ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a deux de catégories d'indignés. Il y a ceux qui sont indignés parce qu'ils sont indigènes. Ils se sentent envahis et ils vont la confronter, le bien vivre ensemble. Et puis il y a l'autre catégorie qui sont tout aussi indignés, sinon plus. Et ce sont les étrangers qui se sont intégrés. Et vous le voyez partout, puisque dans les partis politiques de droite, qui prônent la xénophobie, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a tous les noms de famille qui sont des noms de famille d'étrangers. Et la raison, c'est qu'ils ont, eux, fait cet effort, et ils voient toute cette masse qui arrive, qui ne fait peut-être pas l'effort à leurs yeux, et ils veulent protéger ce qu'ils ont acquis. Ensuite, il y a ceux qui deviennent haineux. C'est progressif, bien sûr. Ils deviennent haineux parce qu'ils vont perdre quelque chose. Ils ont peur, ils ont une crainte d'être perdants, ou ils sont déjà perdants. En tout cas, c'est leur perception. Personne ne leur a aidé à montrer qu'ils ne sont pas perdants. Que même s'ils sont perdants à l'instant T, ils peuvent redevenir l'être épanoui dont ils rêvent si on les aide, si on leur apporte de la résilience, si on est tuteur de cette résilience, me dit Cyril. Donc, voilà. Ces gens-là, c'est eux qui vont aller vers nuire, exclure, voire exterminer, parce qu'ils sont dans une émotion tellement négative. Alors, ces émotions étant bloquantes, il y a quand même des émotions qui sont positives et débloquantes. Et la première, il y a trois catégories que j'aimerais décrire. Il y a ceux qui sont ouverts, qui vont se montrer ouverts. C'est-à-dire, ils ne sont pas tout à fait encore, mais ils ont bien envie d'essayer. C'est très important, parce que ça montre qu'ils croient en la transformation possible. Ces gens-là sont absolument essentiels comme modèle. Et ils n'osent peut-être pas encore à faire autant que celui qui est totalement habitué, mais ils vont oser. Ils vont oser faire quelque chose. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont ouverts. C'est naturel pour eux de parler. Ils sont la tchatch, ils savent parler avec tout le monde. Et donc, eux vont se mélanger sans difficulté, sans se poser plus de questions que cela. Pour eux, c'est la normalité. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est ceux qui sont justement les amoureux du bien vivre ensemble. Ceux qui le vivent d'une façon qui est dans la joie. Ceux-là, ils ont dans ce qu'on appelle la transculturalité. Ils ont dépassé la notion de qui ils sont eux-mêmes, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés à devenir encore plus avec l'autre. C'est là où ils sentent quelque chose en eux. Ce n'est pas une posture, moi je suis bonne ou bon et toi tu n'as pas compris. Ils sont à la recherche, ils ont un besoin. Et quel est ce besoin? Ils ont un besoin d'acceptation généralement, et ils ont peut-être un besoin encore plus grand, et c'est de chaleur humaine. À l'intérieur de cette acceptation, ce qu'ils recherchent, c'est la chaleur humaine. Et c'est ça, c'est pourquoi il y a tellement de joie, parce que quand on reçoit et on donne de la chaleur humaine, il n'y a rien qui peut donner plus de joie que cela. Ainsi, on peut aider les élèves, parce que les élèves pourraient tomber, ou sont déjà dans certaines de ces catégories, ou leurs parents pourraient être dans certaines de ces catégories. Et les élèves, même jeunes, ils peuvent rencontrer ces différentes... cette analyse un peu plus fine, et avec cette vision plus fine, ils peuvent mieux avancer vers le bien vivre ensemble, en classe. Ensuite, je vais parler, troisième slide, merci, sur l'identité culturelle et l'identité multiple. L'identité culturelle, c'est génératrice pour beaucoup de personnes de la peur de perdre son identité culturelle. C'est pourquoi on combat la mixité, parce qu'on pourrait perdre la sienne. Est-ce que la Suisse sera toujours suisse? Est-ce que c'est imaginable? On oublie qu'elle a été traversée par les Romains et les troupes romaines qui étaient de toutes les nationalités d'Asie et d'Afrique, à commencer par Saint-Maurice, qui était nubien, si je ne me trompe, donc assez sombre de peau. Et l'histoire, en fait, nous montre que depuis 3000 ans, et probablement plus, enfin 3000 ans documentés, l'identité culturelle, la peur de la perdre est totalement infondée. Les civilisations grandissent, deviennent merveilleuses, et puis elles tombent, mais la culture reste. Marco Polo représentait une très belle culture, il est allé en Chine,
il est revenu, et les Italiens sont toujours italiens, ils ne sont pas chinois. Et les Chinois, par contre, ont rencontré Marco Polo et d'autres, et puis ils sont chinois, ils ne sont pas italiens. Donc ça, c'est beaucoup de siècles plus tard. Et on peut dire la même chose pour les Arméniens, les Africains. Et excusez-moi de la généralisation, parce qu'il y a toutes les cultures africaines à l'intérieur, ou les Mayas, dont la civilisation a disparu, mais quand vous rencontrez un Maya, ce n'est pas un Inca, c'est deux personnes différentes. Donc, et c'est parce qu'ils ont cette forte identité culturelle que ça perdure. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur, de le faire. Alors maintenant, parlons de l'identité multiple. Vous connaissez tous Amin Maalouf. Qui ne connaît pas Amin Maalouf dans cette salle, je pense qu'on est assez nombreux, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les identités meurtrières » et qui explique l'importance de reconnaître en soi-même toutes les identités multiples que nous avons. Et nous faisons ce travail à l'école. Quelles sont les identités qu'ont les élèves? Ils ont des comportements, ils ont une personnalité, ils ont des compétences, ils en développent des nouvelles, ils aiment un sport ou pas un autre, ils ont des parents d'un endroit et d'un autre. Tout ça est un ensemble riche de compétences et de piliers de leur identité. Et on parle de piliers d'identité comme pour une maison. Plus la maison a des piliers solides en béton qui forment le fondement de la maison, eh bien plus la maison de l'identité, notre identité, est solide. Plus nous reconnaissons que nous sommes une multitude de choses, alors personne ne peut nous insulter, personne ne peut dire sale X, Y, Z, parce qu'il touche une petite identité parmi d'autres. On est tellement plus fort. C'est ça qu'on essaie. Oui, l'heure, 17h14, c'est pas ce. Alors, je vais donc passer à le point 4, pour être un peu plus rapide, et parler des programmes scolaires. Nous avons la chance en Suisse d'avoir un programme scolaire en Suisse romande qui s'appelle le plan d'études roman. Et ce plan d'études roman, ça a pris 10 ans, mais il est comme s'il a été conçu pour construire le bien vivre ensemble. J'ai mis là une seule des clauses, une seule des capacités transversales parmi tant d'autres qu'ils enseignent, pour montrer à quel point c'est le numéro 1 de leur souci pour les élèves de l'école dès l'âge de 4 ans. La toute première capacité transversale dans le plan d'études roman que vous pouvez voir sur Internet, manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique. La deuxième, reconnaître son appartenance à une collectivité, pas communauté. Accueillir l'autre avec ses caractéristiques. Accueillir, notez le mot. Reconnaître les intérêts et le besoin des autres. On est dans l'affectif. Échanger les points de vue. On est dans le dialogue. Entendre et prendre en compte les divergences. Alors, les programmes scolaires ont beaucoup plus. Ils travaillent l'identité, ils travaillent les émotions, dans la pensée créative. Et on travaille toutes les formes d'émotions que l'élève vit à l'école, de la honte à l'humiliation, jusqu'à la joie, l'enthousiasme et toutes les autres émotions positives. On va passer parce que le temps presse. Mais ce que je voudrais dire, on peut faire juste marcher arrière 2 secondes, c'est qu'il y a une difficulté à l'école. Il ne suffit pas d'écrire un magnifique plan d'études roman, et il ne suffit même pas d'écrire ce que nous écrivons. Nous avons une collection qui s'appelle Grandir en paix, qui permet d'enseigner tout ce que nous venons de dire de 4 ans à 12 ans. C'est que si l'enseignant n'a pas été formé, n'a pas baigné dans ces différentes choses, comment voulez-vous qu'elle enseigne des choses aussi complexes? C'est difficile. Comment on va enseigner les émotions alors qu'on a été formé à être instituteur, à donner une instruction, à faire un programme scolaire qui va de la leçon page 1 à la leçon page 200, et on a 8 mois pour le faire. Donc il y a une révolution qui est en train de se faire dans l'éducation, dans tous les pays du monde, et nous sommes en train d'accompagner autant que peu cette révolution. Alors parlons maintenant d'une de ces difficultés qu'a l'enseignant. Et c'est la différence entre la connaissance interculturelle et la compétence interculturelle.
La connaissance interculturelle, c'est encore assez facile à enseigner. On a trouvé, les enseignants ont été assez créatifs pour trouver d'eux-mêmes des images, d'inviter les élèves à parler de ce qu'ils font à la maison pour une prière, ou de qu'est-ce qu'ils cuisinent à la maison, d'apporter les mets traditionnels en classe. Ça, ce sont des connaissances. C'est bien, mais est-ce que ça apprend la compétence? Et quelle est cette compétence qu'on doit apprendre? Comme on a vu, ceux qui réussissent le bien vivre ensemble sont ceux qui sont dans l'aisance, mot qu'on ne voit pas dans le programme d'études roman, dans le plan d'études. Et pourtant, c'est l'aisance qu'on doit apprendre à développer. Et on peut le faire avec plein de manières à l'école, tout en apprenant le français, les maths, n'importe quel sujet, par la pratique qu'on va utiliser pour apprendre. Si on est dans un système éducatif magistral, c'est impossible pour l'élève de développer aucune compétence de dialogue, puisqu'il est silencieux, il prend des notes. Le seul moment où il s'exprime, c'est pour répondre à une question où il a peur de répondre mal. Alors que si on développe des pédagogies coopératives ou participatives ou démocratiques, l'élève est tout le temps en échange avec d'autres élèves, différents élèves, parce que ça, il y a une rotation. Tous les élèves, qu'ils soient différents de culture ou différents de handicap ou différents de n'importe quoi, et ils apprennent à aborder les émotions, à gérer leurs émotions, à gérer les émotions de leurs camarades pour que le groupe puisse fonctionner, et ils font ça de manière expérientielle. Donc toute la pédagogie que fait Claude Dupuit est une pédagogie expérientielle où l'émotion est toujours évoquée par l'enseignant. À la fin de l'activité, qu'avez-vous ressenti? Est-ce que c'était positif pour les uns? Est-ce que c'était négatif pour les autres? Et comment on peut faire dans la vie pour que les émotions ne soient pas négatives, ne nous influencent pas négativement? Donc la compétence interculturelle ne peut se développer qu'en se côtoyant et en développant cette aisance. Et je voudrais aller encore plus loin. Si on n'en prend pas le dialogue à l'école, et que l'école est l'endroit où l'enfant passe le maximum du temps, il ne travaille plus au champ avec les parents, c'est interdit. Le travail de l'enfant est interdit, donc il n'est plus jamais avec l'adulte. Donc il est à l'école et il n'apprend pas à parler. Qu'est-ce qui arrive quand il n'a pas de vocabulaire, et encore moins un vocabulaire émotionnel? Eh bien, il a un autre vocabulaire qui est le vocabulaire de la violence. Il va parler avec la violence. Donc si nous voulons prévenir la violence, fondamentalement, il faut donner aux élèves les moyens de le faire. Il faut leur donner du vocabulaire. Il faut leur donner plein d'opportunités pour échanger les uns avec les autres. On peut passer au prochain. Au niveau de 7. Voilà. Nous avons parlé de l'altérité. Et quand on parle de bien vivre ensemble, en paix, la première chose qui vient à notre esprit, à nous dans cette salle, c'est bien sûr entre cultures. Mais à l'école, il n'y a pas que le problème de la culture, et dans la vie non plus d'ailleurs. Nous avons tout un tas de formes d'altérité. La première, la forme, comme a si bien évoqué Nadia, que j'avais rencontrée en 2014, et donc nous nous connaissons, à Oran. Donc les filles en classe, comment les valoriser dans toutes les matières. Les personnes âgées, comment retisser du lien entre l'élève, l'enfant et les personnes âgées. Les porteurs de handicap, pour qu'ils puissent intégrer l'école et réussir à l'école. Les handicaps, c'est tout, hein, c'est pas uniquement un handicap physique, ça peut être juste le bégaiement ou l'incapacité d'écrire 2 lignes sans faute, parce qu'on est dyslexique. Ça peut être parce qu'on louche, ou ça peut être parce qu'on est roux. Tout ça crée des altérités qui peuvent être des sources de harcèlement, de raquettes, de violences verbales inouïes, qui font que l'élève quitte l'école et ne revient pas. Et qu'est-ce qu'on veut sinon de ne pas permettre à l'enfant de se retrouver dans la rue et d'être un exclu de la société? Donc, reconnaître toutes ces formes d'altérité, de diversité, est fondamental à enseigner à l'école. Et la manière d'y arriver, c'est aussi de montrer que tous ces enfants et tous ces adultes, ils ont un même besoin affectif. Un besoin affectif d'être inclus, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, femme ou homme,
grand ou petit, on a envie d'être inclus et de faire partie d'une même humanité. Je pense que ça sera les derniers mots de ma présentation et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Un parcours, c'est un parcours à travers la relation que l'on peut créer et avoir dans le cadre d'une école et dans le cadre de l'éducation, qui est effectivement passionnant de tous les aspects. Mais vous avez certainement des questions, des remarques après ce parcours sur l'éducation et une proposition d'éducation. Madame. Oui. Désolée. Oui, oui. Je sors de 26 ans d'enseignement. Il faut bien enseignant responsabilisé. Le père, je l'ai bien étudié. Maintenant, ça fait 2 ans que je travaille plus, mais je voulais juste dire que j'ai été confrontée. Déjà, je trouve qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite par rapport à l'ensemble, c'est la transversalité du père. C'est très important aussi parce que ça permet de décloisonner aussi les disciplines, donc aussi dans le cerveau. Et sinon, je voulais dire que personnellement, j'ai eu affaire à des enseignants psychologiques, je dirais ça comme ça, poliment, et qu'il faut vraiment former les enseignants. Moi-même, j'ai eu des bugs. Et c'est important. Là, je fais tout ça de vraiment. Merci beaucoup. D'autres, madame. Bonjour. Merci pour vos explications. Je suis très heureuse d'entendre qu'il y a des mesures, des entreprises, des engagements comme ça dans l'éducation. Et je serais curieuse de savoir si vous pouvez dire quelques mots sur quels sont les résultats que vous pouvez observer chez ces enfants et chez ces parents. En fait, on cherche 3 impacts. Tout le temps. Tout ce que nous faisons, nous cherchons 3 impacts. Et c'est toujours qu'on cherche à les mesurer. Donc, premier impact, la réussite scolaire, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le premier impact de faire ce travail sur prévenir la violence, travailler le bien-être. Et c'est tout est lié. Donc, le deuxième, c'est justement prévenir la violence. Est-ce qu'on réduit vraiment durablement la violence physique, verbale, psychologique, morale, structurelle, la violence de l'enseignant et la violence de l'élève, est-ce qu'il y a les deux? Il y a aussi la violence des parents. Parfois, on a une influence indirecte, mais c'est plus difficile pour nous. Et ensuite, le bien vivre ensemble, c'est-à-dire pour l'école, il y a un code pour ça s'appelle le climat scolaire. Est-ce que le climat scolaire est meilleur après qu'avant? Donc, nous avons engagé la HEP du Valais pour faire une étude pendant 1 an à l'école de B, ville malheureusement connue pour la violence parce que c'est mal géré et malgré leurs efforts pour faire mieux. Je découvre. Alors, vous avez fait vos études là? Je découvre. Alors, à B, il y avait beaucoup de problèmes, il y a eu des meurtres assez. Il y en a eu plus qu'un. Et donc, le doyen de l'école a travaillé avec le canton de Vaud, avec le PSPS, pour être précis, la promotion santé, et avec Graines de Paix. Et nous avons fait pendant toute une année une étude mesurée pour voir quel est l'impact des tomes 1 et 2 de la collection Grandir ensemble sur les élèves et sur les enseignants. Et la conclusion est très nette. Les compétences psychosociales qu'on prône sont acquises, aussi bien par les élèves que par les enseignants. Le climat scolaire a été amélioré. La violence n'a pas été mesurée, donc je ne peux pas donner un résultat chiffré par rapport à ça, je le regrette vivement. Donc, on est très satisfait de ces résultats. J'espère que ça répond à la question. Mais alors, on fait une autre étude, également mesurée en Côte d'Ivoire, sur la violence des enseignants.
comment prévenir durablement la violence des enseignants dans toute une région qui s'appelle Tombouctou, qui est une région cacaotière. Et on aura les résultats en 2019, et on y reviendra, c'est pas sans dire. Les résultats de l'étude de B, sont sur notre site web. Dans Nouvelle, vous pouvez aller dans Nouvelle. Merci beaucoup. Mais si l'éducation, enfin la formation, la formation des professeurs, des enseignants, a évoqué, madame, vous le soulignez aussi, l'importance aussi évidemment de l'acquisition par les enseignants eux-mêmes des compétences qu'ils veulent transmettre, nous conduit tout droit à Philippe Mottet. Philippe Mottet dont l'une des passions